Bonjour et bienvenue sur le nouveau plateau de Mediatico, ici sur le site, sur le tiers-lieu de Césure dans le 5e arrondissement de Paris. Bienvenue aussi dans cette émission ESS On Air, la première émission de France où les acteurs de l'économie sociale et solidaire font l'actualité. Vous le savez, c'est une semaine sur deux sur notre chaîne YouTube. C'est réalisé avec les moyens d'Impact Production et aujourd'hui on parle d'un sujet très précis, c'est la place de l'économie sociale et solidaire dans les médias, dans une émission spéciale qui est réalisée en partenariat avec Aesio Mutuel. Alors pourquoi l'économie sociale et solidaire dans les médias ? Eh bien pas seulement parce que Mediatico ouvre son capital en ce moment, c'est jusqu'au 10 décembre, allez voir les informations que vous avez envie de connaître sur notre site internet, mais aussi parce que le mois de l'économie sociale et solidaire se termine. C'est le mois dans l'année où l'ESS veut parler plus haut, plus fort, et évidemment, on se demande quelle est la place que les médias réservent à l'économie sociale et solidaire. On se demande ce que nous apprennent aussi deux études, l'étude d'ESS France et l'étude de Reporters d'Espoir sur la place de l'ESS dans les médias. On se demande ce qu'en dit Aesio Mutuel qui a cofinancé ces études. Et puis enfin, on peut se questionner. Qu'en pensent les acteurs de l'économie sociale et solidaire eux-mêmes? Qu'en disent les journalistes, qu'ils soient spécialisés sur le sujet dans la presse alternative, ou bien qu'ils soient acteurs, journalistes, donc dans de grands médias, pour des médias, et qui ont envie de basculer vers des médias coopératifs, parce que vous verrez, on va en parler tout à l'heure, il y en a. Alors on voit ça tout de suite dans ESS On Air avec Augustin Perrault, de Reporters d'Espoir, Camille Dorival, ancienne directrice générale d'Alternative économique, Capucine Etchepart de Lemon Tree et Benjamin Roger d'ESS France. Premier tour de table rapide pour vous présenter à nos internautes. Augustin Perrault d'abord, vous êtes responsable des programmes chez Reporters d'Espoir. Racontez-nous ce que c'est que Reporters d'Espoir. Alors, Reporters d'Espoir, c'est une association qui œuvre depuis 18 ans maintenant pour que les médias et l'information donnent envie d'agir. C'est-à-dire que l'on parle de problèmes dans les médias, mais aussi de solutions, des femmes et des hommes qui œuvrent pour répondre aux enjeux de demain. Et on fait ça à travers 4 actions, donc les prix, le Plus, qui est une plateforme aussi pour les journalistes, une revue et un lab dans lequel on a fait une étude justement sur l'ESS en soutenu par Aesio Mutuel. Et la façon chez vous d'aborder l'actualité, c'est en général celle des solutions. Vous aimez présenter l'information au travers des solutions que les journalistes peuvent aussi colporter auprès du public. Camille Dorival, Alternative économique, vous avez été directrice générale pendant à peu près 5 ans, je crois. Vous allez me rectifier si ce n'est pas tout à fait ça. Dites-nous si Alternative économique est un média de l'économie sociale et solidaire. Alors, j'ai travaillé pour Alternative économique pendant 17 ans. Oui, 16 ans, 17 ans, oui. Dont 7 ans à des fonctions de direction générale. 7 ans directrice générale, d'accord. Et Altereco est évidemment un média de l'ESS, puisque d'abord c'est une SCOP, une société coopérative de production. Donc, ce qui n'est pas fréquent dans les médias. Ce qui n'est pas fréquent dans les médias, surtout à envergure nationale. Fait partie de plein droit de l'ESS. Mais en plus, c'est un magazine qui est né en 1980 pour montrer qu'il y avait des alternatives, quoi qu'en disait Margaret Thatcher, à l'économie néolibérale. Et évidemment, l'ESS fait partie de ces alternatives et donc a une place de choix dans le magazine. Donc, alternative aux médias dominants dans leur mode de fonctionnement, alternative dans les modèles économiques également. Merci Camille, on va creuser un petit peu tout ça ensemble. Capucine Etchepart, vous êtes responsable de la communication chez Lemon Tree, mais il faut que vous nous disiez ce que c'est que Lemon Tree. Donc Lemon Tree, c'est une structure de l'ESS. On est agréé ESUS, on a aussi une certification de Bicorp. Entreprise solidaire d'utilité sociale. Et on poursuit une double mission. Donc la première, c'est de lutter contre l'enfouissement et l'incinération des déchets en proposant des solutions en faveur du réemploi, de la réduction et du recyclage. Donc vous avez peut-être déjà utilisé nos solutions. C'est des machines dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, même sur les pistes de ski, on a installé récemment. Et aussi des bacs de tri qu'on vient installer dans les bureaux, les espaces de coworking, les campus. Et donc toutes ces activités, elles sont finalement très logistiques et elles ont généré assez vite chez Lemon Tree un fort besoin d'embauche sur les métiers d'économie circulaire qu'on a décidé de flécher vers les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc la deuxième mission de Lemon Tree, c'est l'insertion par l'activité économique, puisqu'on est entreprise d'insertion et qu'on forme et qu'on accompagne chaque année
30 personnes à peu près vers un emploi durable. 30 personnes par an. Et évidemment, vous êtes là, vous n'êtes pas journaliste, mais par contre, avec vos fonctions de responsable de la communication, vous êtes au contact des journalistes et on va voir que ce n'est pas facile tous les jours pour vous. Benjamin Roger, chez ESS France, vous êtes responsable de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire et vous avez rédigé cette année une note d'opportunité sur les médias, la place la relation entre les médias et l'économie sociale et solidaire. Comment est né ce projet de note d'opportunité ? Oui, bonjour. Alors effectivement, donc on a noué un partenariat sur une collection d'études avec la mutuelle Aesio, qui est partenaire de cette collection. Et cette collection d'études, en fait, s'intéresse à la question de l'ESSisation de l'économie. Donc l'ESSisation... Un grand mot. Un grand mot, voilà. On entend comme en fait la manière de développer l'ESS dans des secteurs ou des filières où elle est aujourd'hui peu présente, ou une manière d'influencer les pratiques des entreprises qui sont déjà présentes dans des secteurs où l'ESS est peu présente. Donc l'idée derrière ce terme, c'est d'avoir une économie un peu plus plurielle. Et donc on s'est intéressé à la filière textile, à la filière du BTP, et cette troisième note s'intéresse à la question des médias, où on allait regarder un petit peu le rôle et la place de l'ESS dans cette filière des médias. Merci à vous et tout à l'heure en fin d'émission, on accueillera Benjamin Mathieu qui est journaliste et qui pilote ici, qui coordonne un projet de nouveaux médias, un projet de médias coopératifs qui s'appelle Le Moment et on verra ça en fin d'émission avec lui. Alors voilà pour ce premier tour de table rapide, les présentations sont faites et on accueille tout de suite un cinquième invité. Denis Philippe est avec nous, il est administrateur d'Aesio Mutuelle, il est président de la commission économie sociale et solidaire chez Aesio Mutuelle et c'est vous, chez Aesio Mutuelle, qui avez porté l'actualité de cette thématique, les médias et l'économie sociale et solidaire, puisque cette année, vous avez soutenu, financièrement notamment, 2 études sur l'ESS et les médias. La note d'opportunité de ESS France sur le potentiel de développement de l'économie sociale et solidaire dans les médias, et puis l'étude de Reporters d'Espoir dans le cadre de son programme J'investigue. Mais pour commencer, Denis Philippe, dites-nous, est-ce que vous trouvez que pendant ce mois de l'économie sociale et solidaire qui se termine, est-ce que l'actualité de l'ESS est suffisamment remontée dans les grands médias, comme tous les acteurs de l'ESS peuvent l'espérer? Suffisamment, je dirais non. C'est vrai que pendant le mois de l'économie sociale et solidaire est très à la mode. On peut se féliciter effectivement qu'il y ait un mois qui lui soit dédié. Maintenant, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et c'est un peu la démarche à Aesio Mutuelle, c'est-à-dire de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire. Et si on considère aujourd'hui que la presse, les médias, c'est le 4e pouvoir, nous pensons qu'il y a intérêt à travailler justement avec les journalistes pour qu'ils s'approprient aussi la réalité de l'ESS et qu'ils puissent communiquer efficacement sur cette réalité économique. Et vous y croyez ça, que la presse est le 4e pouvoir? C'est encore vrai? Je pense, Est-ce oui. qu'on n'est pas un peu oppressé, écrasé par les principaux pouvoirs politiques? Alors je ne sais pas si vous êtes écrasé, mais je sais quand même que pour rencontrer quelques journalistes, souvent nous avons des journalistes qui sont des généralistes, et la question de l'économie sociale et solidaire peut leur échapper, ou nous avons des journalistes qui sont des spécialistes, ou des spécialistes économiques. Et là, on peut dire quand même qu'au niveau de l'économie sociale et solidaire, on a certainement des marges de progrès pour qu'on en parle un peu plus de cette réalité économique. Alors dites-nous pourquoi, chez Aesio Mutuelle, vous avez décidé de porter cette thématique du développement de l'économie sociale et solidaire dans les médias. D'abord parce que Aesio, c'est une mutuelle. Ça peut parler à un certain nombre de gens. C'est un acteur de l'économie sociale et solidaire, incontestable, très bien. Et alors? Nous portons des valeurs mutualistes, c'est bien de les réaffirmer. Et puis nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Et Aesio, c'est une mutuelle qui veut affirmer qu'elle est résolument engagée dans l'économie sociale et solidaire. Mutuelle santé principalement? Mutuelle santé, mais également mutuelle qui porte des réalisations sanitaires et sociales, donc toute la palette de l'économie sociale et solidaire dans le cadre mutualiste. Il y a à réaffirmer ce qu'est la mutualité, le mutualisme. Je ne suis pas convaincu que ça parle à tout le monde. Je ne suis pas convaincu non plus que si on prend quelqu'un dans la rue et si on lui pose la question de savoir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, il va nous répondre spontanément, d'où le lien avec la question que vous me posez. Peut-être travailler avec les journalistes pour mieux expliquer cette réalité et qui sont ces acteurs. Donc en soutenant cette thématique de la médiatisation de l'ESS, en fait, vous cherchez à nouer des contacts avec plein de journalistes dans des rédactions où vous n'arriviez pas à aller auparavant. Non. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça du tout. Je pense qu'on a intérêt, nous, une grande entreprise mutualiste comme la nôtre, à ce qu'il y ait d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire et qu'on donne envie à des jeunes d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Et puis nous pensons qu'il faut donner envie à des gens d'entreprendre dans l'ESS, et tant mieux.
Et puis il y a des acteurs qui ne sont pas de l'ESS, mais qui peuvent partager un certain nombre de valeurs avec lesquelles nous pensons que les entreprises de l'ESS doivent travailler. Et puis nous pensons également que nous devons faire le lien avec les services publics, avec les pouvoirs publics. C'est la vision d'Aesio Mutuel. Alors pourquoi soutenir le programme J'investigue de Reporters d'Espoir, la note d'opportunité de ESS France, et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Nous, c'est important d'être partenaire avec ESS France, parce que nous considérons que ESS France doit, au niveau national, porter la parole des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est la conviction d'Aesio. Et ensuite, nous l'avions fait, par exemple, sur des secteurs où nous considérions que l'ESS n'était pas très présente, le bâtiment, la filière textile. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé à ce qu'on puisse investiguer, avoir beaucoup plus d'informations, pour donner, je le redis, envie à des gens d'aller entreprendre sur des secteurs où, naturellement, on ne penserait pas à aller créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a utilisé tout à l'heure le mot d'ESSisation, un mot un petit peu compliqué à prononcer d'abord, et vous travaillez sur l'ESSisation des médias. En quoi est-ce que ça répond aux enjeux du débat démocratique pour vous? Alors, d'abord, j'ai entendu que c'était un gros mot, ESSisation, tout à l'heure. J'ai d'abord dit un grand mot, peut-être un gros mot. C'est un grand mot, c'est peut-être un gros mot pour certains. Nous, c'est un mot qui nous va bien. Nous l'avons inventé et nous sommes très fiers qu'il ait été repris. Il a même été, je me souviens, quand Olivier Grégoire était secrétaire d'État, il m'avait dit, vous savez, monsieur Philippe, j'essaie de essiser Bercy. Gros travail. Wow. Donc, l'ESSisation, c'est vraiment ce que nous faisons aujourd'hui avec Reporters d'Espoir. C'est tout à fait dans la ligne de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire la connaissance de l'économie sociale et solidaire, ESSiser nos prochains, les entreprises avec lesquelles nous sommes en contact. Nous sommes une mutuelle interprofessionnelle, nous touchons tous les secteurs économiques, mais nous n'avons pas peur de dire, de réaffirmer que nous sommes des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Denis Philippe, pour votre intervention et votre soutien à cette émission sur l'ESS et les médias. Je vous invite à regagner la salle et on creuse tout de suite cette question avec nos autres invités. Pourquoi est-ce que le traitement des solutions à l'œuvre dans l'économie sociale et solidaire reste-t-il si minoritaire ? Déjà, sur cette question, moi j'aimerais un petit peu la nuancer, dans le sens où, en effet, le traitement médiatique de l'ESS et des solutions qu'elle apporte reste assez faible, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, notamment dans une société où on a parlé de sobriété, où on s'aperçoit en fait que beaucoup de solutions se trouvent finalement dans cette ESS. C'est un petit peu finalement répondre aux besoins de la population et des lecteurs qui ont envie de voir ces solutions dans les médias. Donc on s'aperçoit que ça prend de l'ampleur. Ça reste assez faible et on s'aperçoit aussi que c'est plus la PQR, donc la presse régionale, qui va s'occuper finalement de traiter cette ESS un peu plus que la PQN. Je ne dis pas que la presse nationale ne le fait pas. Donc, presse quotidienne régionale pour la PQR, presse quotidienne nationale pour la PQN. Et donc je ne dis pas que la presse nationale ne le fait pas, je dis qu'a priori la presse régionale le fait un petit peu plus pour des raisons principalement de proximité avec les acteurs de solutions. Alors, quand vous dites qu'on n'en parle pas beaucoup dans la grande presse, est-ce que vous avez des chiffres ? Non, alors en fait, nous, on a fait une étude. Hein. En fait, on a fait une étude qualitative et quantitative. On n'est pas allé regarder quels médias et combien de médias, sur plusieurs années ou plusieurs mois, ont fait un sujet sur l'ESS. Nous, en fait, dans cette étude, on a regardé sur une étude qualitative comment était perçue finalement la médiatisation de l'ESS par les journalistes et par les acteurs de l'ESS. Donc je ne pourrais pas vous amener de chiffres, je peux vous amener des perceptions finalement du traitement médiatique. Alors ce dont on s'aperçoit dans cette étude finalement, c'est que pourquoi est-ce que c'est assez mal traité, soit pas assez, soit maladroitement entre guillemets, c'est parce qu'en fait il y a un manque de formation de la part des journalistes sur l'ESS. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ils ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire. C'est aussi le syndrome de M. Jourdain, c'est-à-dire qu'on traite de l'ESS sans le savoir. Donc en fait, ils veulent bien faire des sujets sur les associations de leur quartier ou de leur ville. Bien sûr. Mais par contre, ils ne savent pas que ça s'appelle de l'économie d'abord, parce que le mot économie fait peur, sociale et solidaire. Parfaitement. Et en plus, en allant chercher ces initiatives locales, on met un petit peu de côté finalement l'aspect un peu macroéconomique, la prise de recul nécessaire. L'ESS pèse entre 7 à 10% du PIB en France, selon les différentes mesures.
Mais ça, quand on va interviewer une association, etc., on oublie de le dire. Ça fait un petit peu, finalement, une initiative à part, très locale, très régionale, et on oublie de prendre du recul un peu là-dessus. Vous voulez dire que dans la presse économique en particulier, il faudrait 7 à 10% des sujets et de la surface des journaux consacrés à l'économie sociale et solidaire? Ce serait pas mal quand même, hein. Bah, oui, alors ça, j'en sais rien. Idéalement, en effet, ça devrait être en parallèle avec la réalité de l'économie. Peut-être que c'est la place, finalement, de la presse nationale de prendre ce recul plus que de la presse régionale qui, elle, va à l'encontre des solutions. Donc les journalistes ne sont pas très à l'écoute et peut-être pas très bien formés sur l'économie sociale et solidaire, et pourtant les acteurs de l'ESS ont besoin des journalistes. Capucine Etchepart, cette question elle est pour vous. Qu'est-ce qu'un acteur comme Lemon Tree, un acteur de l'économie sociale et solidaire, et de l'économie circulaire d'ailleurs, attend des journalistes et des médias? Bah, je pense que nos attentes, elles sont au final assez partagées, effectivement, avec les autres structures de l'ESS, mais surtout les citoyens, monsieur, madame, tout le monde. On a envie qu'il y ait plus de visibilité qui soit donnée aux enjeux sociaux et environnementaux, et parallèlement, du coup, plus de visibilité donnée à tous ces acteurs de l'ESS qui s'engagent sur leur territoire. Alors ça, c'est des grands principes. Ouais. On a tous envie de ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'y parvenir? Et est-ce que vous y arrivez un peu, moyennement, beaucoup, pas du tout? Mais en fait, je pense que c'est important aussi de se rappeler qu'en tant qu'acteur économique, effectivement, on a aussi une très bonne connaissance du terrain, des réalités auxquelles on est confronté. Je pense nous, chez Lemon Tree, on milite beaucoup pour le retour de la consigne depuis plus de 10 ans. Et en fait, on a recueilli énormément de retours d'expérience auprès de nos clients, des utilisateurs. Et aujourd'hui, toute cette expertise qu'on a, ça nous donne une légitimité. Et on a peut-être envie aussi de plus de reconnaissance de la part des médias pour toutes les structures de l'ESS, reconnaître qu'elles sont bien spécialistes et qu'elles sont légitimes à prendre la parole sur tous ces sujets au final. En tant que responsable de la communication, vous envoyez des communiqués de presse, j'imagine, aux journalistes, et ils vous répondent tout le temps. Donc, non, ils vous répondent jamais, en fait. C'est ça le problème, non? C'est sûr qu'on ne parvient pas à transformer l'essai à chaque fois qu'on sort un communiqué de presse, mais après on est obligé de jouer le jeu et c'est sûr qu'on fait le maximum pour faciliter les échanges. Chez Lemon Tree, on met un gros point d'honneur sur la transparence et je pense qu'on est une des rares entreprises du secteur qui accueille à bras ouverts tous les journalistes qui sont curieux de voir nos activités, nos entrepôts. On ouvre nos portes à tout le monde lors de journées portes ouvertes, mais aussi pour des scolaires, des associations et donc les journalistes. Et donc là, les journalistes viennent? Oui, et on a des journalistes qui nous contactent aussi d'eux-mêmes, qui veulent faire des sujets plus sur le secteur du recyclage et qui vont venir nous solliciter. Quand ils vous sollicitent directement, qu'est-ce que vous sentez chez eux qui vous intéresse chez vous? Ils viennent pourquoi? Sur quel type de sujet, quel type d'angle? On parle d'angle chez les journalistes. La porte d'entrée, c'est souvent l'économie circulaire et le fait qu'on est présent sur ce secteur depuis plus de 10 ans, qu'on est assez pionnier aussi sur tout ce qui est système de consigne. Et après, quand on a des grandes actualités, forcément, en début d'année, on a fait une levée de fonds qui a attiré aussi pas mal de monde, qui nous met toujours un peu sous les feux des projecteurs pour quelques semaines. Augustin Perrault, vous nous avez parlé de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne nationale, donc de la presse, mais quels sont les médias qui s'intéressent le plus, qui traitent le plus facilement de l'économie sociale et solidaire? C'est la presse écrite, c'est la radio, c'est la télé? Il y a des distinctions, il y a des types d'émissions. C'est le web, évidemment. Mediatico, on est un média uniquement en ligne. Alors, il est assez difficile de répondre, c'est la télé, la radio, la presse écrite. Une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de médias en ce moment qui émergent, qui font du journalisme de solution, et ils vont naturellement, finalement, s'intéresser au secteur de l'ESS. Parce que quand on cherche des solutions, l'ESS est évidemment un vivier de solutions. Donc, en plus de la presse régionale dont on a déjà parlé, il y a évidemment un peu tous ces pure players dont Mediatico fait partie, mais on a aussi Marcel à Marseille, on a Oui Demain, So Good, donc qui eux ne sont pas des pure players, mais c'est un peu cette... Ils n'ont pas tout à fait les mêmes sources de financement non plus. Non plus, mais qui font du journalisme de solution et qui assez naturellement vont aller s'intéresser à l'ESS parce que c'est l'essence même quelque part du journalisme de solution. Je voudrais aborder le point des radios. Parce que 68% des radios hertziennes sont des radios associatives. Est-ce que pour autant, elles ont une meilleure conscience de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire sur leur territoire ou pas? Vous n'avez pas creusé ça? Ouais, ça va être compliqué, parce que... Benjamin Roger, peut-être que vous avez cette réponse-là, parce que c'est un chiffre qui sort de votre étude chez ESS France. Complètement. Effectivement, les radios libres, en fait, c'est un courant des radios libres
qui ensuite ont été légalisées et sont devenues les radios associatives, sont un des acteurs majeurs en fait, de l'éducation populaire, de l'éducation aux médias et à l'information. Dans cette chose qu'elles font, c'est qu'elles démocratisent en fait, l'accès aux médias, la construction des contenus, construction de l'information. Donc effectivement, alors, elles n'ont pas forcément conscience de faire partie de ce grand tout qu'est l'économie sociale et solidaire. Par contre, elles ont une culture associative, une culture de terrain, une culture militante qui est extrêmement ancrée dans leurs organisations. Et pour ce qui est de la presse écrite, vous faites des distinctions aussi? Oui, alors sur la presse écrite, effectivement, donc, c'est vrai qu'un des éléments assez marquants en fait, de l'étude qu'on a réalisée, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait finalement pas mal d'ESS dans les médias. Dans la presse écrite en particulier, puisqu'on a 28% des publications de presse imprimée qui sont organisées par des acteurs de l'ESS. Pour vous donner un chiffre, 1412 publications associatives. Donc on n'aurait pas imaginé avoir autant d'acteurs. Les mutuelles également, les coopératives également sont assez présents en fait, sur le secteur de la presse et présents dans des formes très différentes. Donc on a parlé effectivement du journalisme de solutions. Avec Alternative économique, on est plutôt sur un journalisme d'alternative. On a également le journalisme d'intérêt général, avec par exemple toute la presse mutualiste qu'on reçoit lorsqu'on est sociétaire de sa mutuelle. Donc il y a énormément, ça foisonne énormément dans l'ESS et pas forcément dans des domaines où on les attend. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une démarche un peu cachée qui ne dit pas son nom. En fait, l'économie sociale et solidaire est là, les médias sont plutôt à l'écoute, selon vous, sauf qu'ils n'affichent pas l'expression économie sociale et solidaire, c'est un peu ça? La réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs, mais malgré tout, leur poids économique, social, politique reste faible. Il faut quand même rappeler qu'on a 80% des grands quotidiens de presse nationale qui sont détenus par 8 milliardaires. Faut quand même, voilà. Donc on a une hyper-capitalisation du secteur des médias. Néanmoins, il y a une alternative qui est proposée par l'ESS, qui est importante, et du coup qui permet aussi de valoriser toutes les initiatives portées par les organisations de l'ESS. Qu'est-ce qu'il en est des chaînes de télévision? Vous avez creusé un petit peu cette question-là. On a creusé, alors effectivement il y a un peu moins d'acteurs. On a de l'audiovisuel participatif. On a à peu près une trentaine de membres de la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif, comme par exemple des télés de lycéens. Mais c'est vrai que par rapport à la radio ou à la presse écrite, on est quand même sur un développement qui est un peu plus faible dans l'ESS. Camille de Rival, quelle est votre expérience à vous chez Alternative économique du traitement de l'économie sociale et solidaire? C'était un point d'entrée dans tous vos sujets ou elle était abordée juste à la marge quand vous étiez directrice générale? et journaliste précédemment, journaliste spécialisé sur l'ESS notamment. En fait, Alternative économique, c'est à la fois un magazine et un site d'information qui porte sur une analyse critique de l'actualité économique, sociale et environnementale. L'ESS fait partie du champ d'expertise d'Alter-Eco et fait partie des sujets qui sont abordés. Notamment, il y a une rubrique spécifique dans le magazine qui est consacrée aux initiatives de terrain. Mais ce n'est pas le seul sujet qui est abordé par la rédaction. Donc, il y a forcément des choix éditoriaux. Et il y a deux choses que les acteurs de l'ESS ont un peu du mal à comprendre parfois par rapport à notre métier de journaliste. Parce qu'on a notre propre culture, on a nos règles de fonctionnement, bien sûr. Exactement. D'une part, c'est qu'on est obligé de faire des choix éditoriaux, on ne peut pas traiter de tous les sujets, donc il y a forcément des déçus parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Et par ailleurs, on exerce un métier de journaliste et non pas de communicant. Et donc on fait un travail de journaliste avec une dimension forcément critique sur les sujets. Donc l'idée, c'est qu'on n'aborde pas l'ESS simplement pour faire une opération de communication sur telle ou telle initiative qui nous paraît intéressante. On met en valeur des initiatives qui nous paraissent intéressantes, mais ça nous interdit pas de parler aussi des dérives et des limites potentielles de l'ESS à la même occasion. Alors, exemple concret, Capucine voudrait bien qu'on parle de Lemon Tree dans Alternative économique. À quoi elle doit penser d'abord? À quoi elle doit penser d'abord? Quelle est son actu? Oui, quelle est son actu? Alors, à Alter-Eco, il y a toujours il y a une dimension macro qui nous intéresse aussi. Donc, le fait que ça s'inscrive dans l'économie circulaire, qui est une forme d'économie qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a une part importante dans la transition écologique, c'est quelque chose d'important. C'est un bon point d'entrée. C'est un bon point d'entrée. Et puis, effectivement, valoriser la spécificité de Lemon Tree par rapport à ce que font d'autres acteurs sur ce sujet-là.
Capucine, les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne alternative pour communiquer par vous-même quand les journalistes ne répondent pas à vos communiqués de presse? Oui, tout à fait. Je pense même au-delà d'être une alternative, ils sont devenus indispensables. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de structures, même de médias, qui peuvent les négliger aujourd'hui. Je pense même que c'est souvent grâce au relais de nos actualités sur nos réseaux sociaux qu'on arrive aussi à toucher des journalistes. Et au final, on s'y retrouve aussi comme ça. Aujourd'hui, Lemon Tree, on est très actifs sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est vraiment une vitrine plutôt à l'origine, mais qui est aussi un espace de prise de parole privilégié. Et c'est vrai que ça nous donne une grande liberté. Et chez Lemon Tree, une de nos spécificités aussi, c'est peut-être notre ligne éditoriale, notre ton. On partage toujours des contenus avec une touche d'humour, des jeux de mots et un peu plus de positivité peut-être, qui nous différencie aussi des autres structures du secteur du recyclage, qui est franchement pas de prime abord très attractif. Et donc oui, chez Lemon Tree, on s'en empare des réseaux sociaux et surtout, ça fait aussi un petit peu notre marque de fabrique et c'est comme ça qu'on est identifié aussi. Camille de Rival, Benjamin Roger nous disait qu'il y avait 8 milliardaires qui contrôlent l'essentiel des médias français. Est-ce que, parce que les médias peut-être sont économiquement fragiles, est-ce que ça influe sur la ligne éditoriale des médias, selon vous? Alors, effectivement, il y a beaucoup de médias indépendants qui ont un modèle économique fragile, mais je pense au contraire que c'est la force du média indépendant d'être plutôt moins dépendant, plus indépendant dans sa ligne éditoriale que quand le média appartient à un grand groupe, puisque, en fait, l'essentiel des revenus dépendent de la diffusion, donc des ventes en kiosque, des abonnements, etc. Enfin, ça dépend du support du média, mais en tout cas pour la presse écrite, c'est les abonnements, les ventes en kiosque. Et en fait, finalement, assez peu de la publicité. À Alternative économique, par exemple, il y a de la publicité, mais elle ne dépasse pas 5% du chiffre d'affaires. Et donc, ça nous rend en fait très indépendants de nos annonceurs. C'est-à-dire libre, finalement. Et libre dans nos choix éditoriaux. Après, nous, une des solutions qu'on a trouvées aussi pour faire évoluer le modèle économique d'Alternative économique, évidemment, c'est de se développer en ligne avec des abonnements en ligne payants, mais c'est aussi de diversifier nos revenus à travers notamment l'organisation d'événements, donc notamment l'organisation des journées de l'économie autrement. Qui viennent de se terminer à Dijon, c'était de belles journées. C'était de belles journées et que j'ai la chance de continuer à organiser pour Alternative économique. Ouais, donc voilà, mais le modèle économique de ces journées, c'est d'être sponsorisé par des acteurs de l'ESS et des acteurs institutionnels pour que l'événement soit gratuit pour le public. Alors des acteurs puissants de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a tellement d'acteurs de l'ESS qui n'ont pas d'argent. Oui, mais il y en a aussi des gros qui ont plus d'argent, notamment des grosses mutuelles, des grosses coopératives, même des gros acteurs du secteur associatif. Et donc cet événement est soutenu par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, alors qu'on choisit évidemment pour la proximité de valeur, donc on ne se compromet pas en recevant leur argent. Mais c'est vrai que la stratégie, c'est aussi d'avoir une multitude de sponsors pour éviter d'être trop dépendant de l'un, si jamais on devait un jour ou l'autre critiquer ses actions ou une de ses actualités, quoi. Augustin Perrault, quel levier faudrait-il actionner selon vous, selon Reporters d'Espoir, pour améliorer le traitement des solutions dans les médias en général, dans les grands médias en particulier? Alors, d'après l'étude qu'on a menée, on a identifié 3 leviers. Le levier pédagogique, institutionnel et politique. Celui qui nous a le plus, entre guillemets, intéressé était parce que ça concerne plus Reporters d'Espoir, est le levier pédagogique. Dans le sens où, on l'a dit tout à l'heure, les journalistes ne savent pas toujours très bien ce qu'est l'ESS et on connaît finalement assez peu les acteurs de solutions, etc., etc. Donc, le levier pédagogique, en fait, c'est comment est-ce qu'on forme les journalistes d'aujourd'hui et de demain à cette économie qui est un peu nouvelle, parce qu'on forme souvent les journalistes, et il y a beaucoup de journalistes économiques qui sont formés, qui ont des masters en économie, etc., mais assez peu finalement en économie sociale et solidaire. Donc comment est-ce qu'on les forme? Chez Reporters d'Espoir, dans le programme J'investis, on a créé un MOOC en partenariat avec l'ESSEC. Un module de formation. C'est ça, ouais, un module de formation en ligne sur Coursera pour destiner aux journalistes, mais aussi aux étudiants, aux citoyens, à tous ceux qui veulent apprendre ce qu'est l'ESS, en ayant des définitions claires, en identifiant les acteurs, les différents leviers, etc., et en présentant, grâce à un module journalistique, comment est-ce qu'on applique tout ça à la sphère médiatique. Vous voulez former les journalistes?
Moi, je ne les forme pas. Mais Reporters d'Espoir forme les journalistes. Vous croyez que c'est les journalistes qu'il faut former? Moi, je pense que c'est les rédacteurs en chef et c'est les directeurs de rédaction, parce que c'est eux qui donnent la ligne éditoriale. Alors, ils sont journalistes aussi. C'est vrai, merci. Et ils ont accès au MOOC. Ils ont accès au MOOC également. C'est-à-dire que oui, il faut former les journalistes, mais en effet, il faut sensibiliser les rédacteurs en chef pour pousser les sujets dans les médias. Bien sûr, parce qu'en fait, ils ont beau proposer des beaux sujets. À un moment, la conférence de rédaction, le patron de la conférence de rédaction dit « Non, Coco, ton sujet, on le passera la semaine prochaine » et puis finalement, il ne sort pas. Mais qui vient de la sous-estimation finalement de la part de l'ESS dans l'économie réelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend dans ce MOOC, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura compris que l'ESS pèse vraiment dans l'économie de la France, peut-être qu'en fait, ça deviendra un vrai sujet. Pour le moment, il est probable que ce soit un peu sous-estimé. Et c'est par des formations et par un levier institutionnel, comme le fait ESS France, c'est-à-dire continuer à valoriser les acteurs de l'ESS en faisant, je ne sais pas, des bases de données, ce genre de choses. Alors ça, c'est les acteurs de l'ESS qui nous l'avaient dit dans l'étude, et en faisant un levier politique. Alors le levier politique, il est assez peu clair parce que finalement, il y a eu une demande des acteurs de l'ESS. Est-ce que c'est de simplifier la législation ou au contraire d'aller plus loin dans la législation pour continuer finalement à mettre en avant cette ESS comme un modèle alternatif à l'économie classique? Benjamin Roger, vous dites qu'il faut ESSiser les médias. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y prend, selon vous? L'idée, c'est en fait d'avoir vraiment un paysage médiatique le plus diversifié possible en faisant entrer les principes de fonctionnement de l'ESS et ses valeurs dans le secteur médiatique. Pour ça, on a identifié plusieurs raisons dans le cadre de cette étude, des raisons pour ESSiser cette économie. Je vais en noter deux. Il y a une qui est, à mon avis, la principale, c'est permettre une plus grande indépendance journalistique, éditoriale et financière des entreprises médiatiques. Et ça passe notamment par l'intégration des formes entrepreneuriales de l'ESS. Aujourd'hui, on a un panel de possibilités qui est extrêmement important. On a la SCOP qui permet d'associer de manière majoritaire les salariés, donc souvent les journalistes, à leur coopérative. On a la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, merci, qui permet, elle, d'associer par exemple les lecteurs, donc d'avoir des collèges de lecteurs et puis de travailler en proximité avec des collectivités territoriales. On a des fondations et des fonds de dotation aussi qui permettent de sanctuariser le capital de la société. Donc voilà, on a différents modèles. Après, on a aussi les associations de journalistes, les associations de lecteurs, qui permettent aussi de faire jouer dans la gouvernance d'autres parties prenantes que les seuls rédacteurs en chef ou que les seuls actionnaires de l'entreprise. Donc ça, c'est une première raison. Et d'ailleurs, les modèles de l'ESS ont inspiré un modèle qui s'appelle l'entreprise solidaire de presse, qui est en fait un modèle... Comme Mediatico, voilà, qui est un modèle à lucrativité limitée, puisque 70% des bénéfices exercés par les médias doivent être réintégrés au service du projet en réserve impartageable. Et en plus, il permet pour consolider sa structure financière et lui permettre de se développer. Tout à fait. Et puis, il y a un avantage aussi fiscal pour les personnes qui souhaiteraient justement entrer au capital, donc ça tombe bien avec l'actualité, du média. Et il y a une deuxième raison qui est importante aussi, c'est plutôt sur les valeurs d'éducation populaire, de démocratisation de la fabrique de l'information, où l'ESS a une vraie valeur ajoutée, un savoir-faire sur les radios associatives, un savoir-faire sur l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important de faire entrer dans le secteur des médias. Camille de Rival, aujourd'hui, vous êtes indépendante, vous êtes autrice notamment. Vous avez un regard du coup un petit peu extérieur, même si vous travaillez toujours avec Alternative économique. Est-ce que vous espérez, au fond, un virage des grands médias vers l'économie sociale et solidaire, ou ça vous paraît complètement improbable? En tout cas, je l'appelle de mes voeux parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la forme d'économie sociale et solidaire, c'est celle qui garantit le plus l'indépendance éditoriale des journalistes et donc la crédibilité des médias. Cela dit, pour préparer l'émission, je me suis amusée à regarder le classement des magazines par importance de diffusion. Sur les 150 magazines les plus diffusés en France, il y en a une... Et Alternative économique est où? Alternative économique en fait partie. Oui, très mais on peut considérer que Bayard Presse fait partie de l'économie sociale et solidaire aussi, parce que l'entreprise est détenue par une congrégation religieuse. Mais si on retire Bayard Presse et Alternative économique, je pense qu'il n'y a aucun média dans les 150
premier magazine français en diffusion qui fait partie de l'ESS. Donc j'ai lu l'étude de SS France qui dit qu'à peu près la moitié des médias relèvent de l'ESS, hein, c'est ça Benjamin? Ça dépend des formes, mais on est plutôt un tiers sur la presse écrite. Ouais. Un tiers sur la presse écrite. Et 2 tiers sur la radio. En réalité, c'est beaucoup des magazines locaux, enfin, ou des journaux ou des magazines locaux et à diffusion assez limitée. Et donc l'enjeu, ça serait que les médias nationaux aussi, à diffusion importante, soient des structures de l'ESS, et on en est encore un petit peu loin. Benjamin Roger, comment est-ce qu'on fait pour transformer les médias capitalistes en médias plus coopératifs? Puisque vous dites, OK, il faut qu'ils s'inspirent des structures, structures juridiques. Effectivement, alors, il y a plusieurs leviers pour y répondre. J'en ai exposé trois aujourd'hui. Il y a la question, effectivement, de la prise de conscience de l'hyperconcentration des médias. Donc ça, c'est peut-être déjà un premier sujet. On le sait, mais on ne sait pas comment lutter contre ça. On ne sait pas comment lutter. Alors, il y a des choses qui se passent, hein, parce qu'il y a un projet de loi qui a été déposé en octobre par la France Insoumise sur le sujet. Il y a une commission d'enquête qui est en train de travailler également depuis la semaine dernière sur la question de la concentration. Et donc là, il faut vraiment s'appuyer sur les réseaux d'acteurs, les fédérations de l'ESS, qui dans le secteur des médias, justement, pour porter ces actions de plaidoyer, pour essayer d'encourager la diversification. Après, il y a un gros enjeu autour de la consolidation des modèles économiques, parce qu'on sait qu'on est sur des petites organisations dans le secteur médiatique, dans l'ESS. Donc il y a cet enjeu de diversification, entre l'équilibre entre la vente d'abonnements, le don, la levée de fonds, l'argent issu de la finance solidaire. Donc il y a tout un équilibre aussi à trouver. Et des nouvelles solutions aussi à développer. On sait qu'aujourd'hui, le secteur des fondations finance assez peu les médias en France, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a aussi certainement un intérêt à développer la philanthropie à travers la fondation. Et puis peut-être un dernier, et qui est à mon avis extrêmement important dans toutes les organisations de l'ESS d'une manière générale, c'est l'écosystème politique, enfin le renforcement de l'écosystème à la fois politique et d'accompagnement des organisations de l'ESS, puisqu'on a aujourd'hui pas mal de réseaux d'acteurs qui produisent des ressources pour outiller leurs adhérents au sein de l'ESS. On a des centres de ressources, on a aujourd'hui des coopératives d'activité et d'emploi aussi qui aident les journalistes à monter leur activité de manière individuelle, mais dans un cadre sécurisé, comme Copétique. Donc voilà, on a différents modèles d'intervention qui permettent aujourd'hui de renforcer cet écosystème médiatique dans l'ESS. Donc il y a des instruments d'intervention, et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de SS France pour aller chercher et lire cette note d'opportunité, et sur le site de Reporters d'Espoir, bien sûr, pour voir votre travail dans le domaine de cette action qui s'appelle « J'investigue ». On va creuser cette question des médias coopératifs tout de suite avec Benjamin Mathieu. Bonjour Benjamin Mathieu, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. J'habite juste en face. Voilà, c'est ça. Donc on est sur le même tiers-lieu avec Benjamin. Donc Mediatico et Le Moment, parce que Le Moment, c'est le nom de ce média coopératif. C'est le bon moment, je crois. C'est le bon moment d'en parler absolument. Benjamin Mathieu, il est en train de faire le grand saut. Un peu comme moi, il y a 10 ans, quand j'ai quitté un grand journal économique, il est journaliste à France Info. Il est en détachement pour tenter cette aventure de créer un média coopératif. D'abord, est-ce que c'est la première fois qu'il y a une interview pour présenter Le Moment ? Ah bah oui. Eh ben voilà, allez, un scoop sur Mediatico. En plus, comme tu fais partie, on se tutoie. Allez, on se tutoie. On se tutoie dans la vie, donc on va peut-être pas se vous voyez, mais tu fais partie d'une certaine manière de cette aventure depuis le départ. Donc on va peut-être revenir dans une autre question sur pourquoi, oui, comment on s'est créé. C'est quoi Le Moment, comment ça arrive? En gros, moi, je suis journaliste à Radio France et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai pris une disponibilité, on dirait une année off, peut-être deux. Il a un micro jaune, c'est pas tout à fait fait exprès. C'est vrai qu'effectivement, c'est les couleurs de France Info avec le noir. Parce que, au terme de ligne éditoriale, moi, j'avais envie de m'engager un peu plus et j'avais envie de faire un pas de côté, on va dire ça comme ça. Je ne jette pas la pierre aux médias mainstream, mais je n'ai pas l'impression qu'on est parfois sur les sujets qui, à mon avis, sont les sujets du présent et les sujets de demain, l'environnement, l'engagement social. Et par ailleurs, à titre personnel, en tant que journaliste, j'avais l'impression qu'on n'était jamais vraiment complètement raccord par rapport à ce qui se passe dans la société. En Donc, gros, c'est un peu ça mon point de vue. À la fois une question de ligne éditoriale qui ne correspond pas tout à fait à ce que toi tu ressens et ce que tu attends. En fait, un journaliste a des valeurs personnelles, il est citoyen. Et puis une question d'alignement. Citoyen aussi, avant, on n'est pas des robots. Et du coup, voilà, j'ai fait notamment du journalisme politique. Et après 5 ans à France Info, j'avais envie d'être plus aligné, on va dire ça comme ça. Donc,
j'ai pas de leçon à faire à des grands médias, mais par contre, moi, à titre personnel, j'avais envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale et de lancer un média qui correspondait plus à ce que j'attends, moi, de la consommation personnelle de médias, qui est d'être plus en phase directe avec la société. Si je devais résumer ça en une phrase. Alors ça, c'est comment est née l'idée, même si probablement on pourrait y passer 1 heure. Et puis surtout, c'est un projet collectif, donc j'ai voilà, ma part, mais je n'ai que ma part. Oui, mais donc il va fonctionner comment ce média coopératif, Le Moment, ici sur le tiers-lieu de Césure? Alors Le Moment, c'est un collectif, on va dire, d'une vingtaine d'acteurs qui sont pour la plupart des médias. Donc il y a Mediatico, il y a Vert, il y a le Dranche, il y a le Zéphyr, il y a le Low-Tech Journal, il y a la Scope des Sagos, il y en a plein. Je ne vais pas tous les citer, mais l'idée est de se retrouver dans un lieu qui est donc un tiers-lieu, donc déjà un endroit particulier où on questionne et on travaille la notion de commun, et d'essayer d'imaginer de nouvelles façons de travailler. C'est-à-dire qu'ils sont quand même chacun, comme toi, une structure qui travaille, qui a des employés, qui a son activité, et qui met un peu de son temps pour essayer de produire, par exemple, une émission de radio, comme on le fait tous les mercredis depuis un mois, qui désormais est filmée. En fait, chaque semaine, on rajoute un truc, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais donc, pour un média qui n'existe pas encore, parce qu'on se lance en 2023, on a déjà une émission de radio qui est diffusée en bande FM sur Paris, en DAB, qui est filmée, et dans lesquels on réussit à travailler ensemble sur des projets communs. Voilà. On peut dire quand même, Benjamin, que dans la genèse de ce projet-là, il y a aussi la confiance qu'a accepté d'accorder à ce projet Plateau Urbain, qui nous accueille sur ce site, qui met à disposition des locaux mutualisés. Clairement, là, on a à disposition 130 mètres carrés de locaux. Si on ne mettait pas à disposition ces locaux, on serait à la rue, d'une certaine manière. Alors, c'est probablement trop tôt pour comprendre quel sera le modèle économique du moment, mais est-ce qu'il y a des pistes qui déjà se dégagent au moment de la création d'un nouveau média ? Donc là, on est parti sur un modèle un tiers. Voilà, comme ça, c'est assez simple. Un tiers on va s'adresser à des acteurs culturels, des acteurs institutionnels, le ministère de la Culture. En gros, on va chercher des financements, voilà. Un tiers, c'est de la philanthropie. Des mécènes, des fondations. Et un tiers, on a une boîte de production qui va produire des contenus. Et les vendre à l'extérieur. Et les vendre. Alors, les vendre, le terme n'est pas forcément approprié parce qu'on a défini ensemble avec tous les acteurs une charte de valeurs qu'on va imposer à nos prestataires. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de vendre notre âme pour gagner de l'argent. On a envie d'être, on a comme des acteurs de l'ESS, c'est-à-dire d'une certaine manière assez engagés. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, on étudiera chaque proposition. On va pas faire, je ne prendrai pas de marque particulière, mais on ne va pas s'associer à des marques de chaussures, par exemple, qui vendent des milliers de chaussures et qui font fabriquer leurs affaires à l'autre bout du monde. Benjamin, sur le contenu éditorial, la ligne éditoriale qui a été décidée collectivement, quelle est-elle ? Alors, si on devait résumer aussi, c'est pas toujours évident, mais en gros, parler à ceux qui n'ont pas forcément accès aux médias parce que soit les médias mainstream n'identifient pas ces personnes, donc je pense au monde associatif, il y a 10% du salariat privé qui vient du monde associatif et j'ai pas l'impression qu'ils soient représentés à hauteur de ce qu'ils sont dans les médias traditionnels. S'adresser également à tous ceux qui n'ont plus confiance dans les médias parce qu'ils ont l'impression qu'on leur ment ou qu'on tout simplement on leur tend pas le micro. Alors on reste des journalistes, on tend pas juste le micro, on pose des questions, on fait c'est pas une ligne ouverte, mais le but est d'en prise directe avec ce qui se passe dans la société. Je pense que si on devait résumer, ça serait ça. Le site de Césure, ici, l'ancienne université de Censier, il est pour l'instant ouvert pour 2 ans. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet de média dans 2 ans ? Je déteste le mot, mais tout le monde le comprend, incubation. Donc pour moi, ici, on incube un projet, on expérimente, ça fait vraiment partie de l'ADN de Le Moment. C'est-à-dire, on va essayer comment on collabore, toutes ces structures, comment est-ce qu'on donne du temps, comment est-ce qu'on se facture entre nous, parce que c'est aussi une question de modèle économique, et de voir tout ce qui fonctionne, on le garde, tout ce qui ne fonctionne pas, on jette. On aura 2 ans pour faire ça. Et puis derrière, on va sortir et on va espérer qu'on continue, en fait, parce que le but, c'est d'avoir les reins assez solides dans 2 ans pour continuer à exister. Je l'espère sincèrement, sinon ça aurait été une belle aventure, mais on vient à peine de se lancer, on va commencer à croire qu'on va disparaître. Merci beaucoup Benjamin Mathieu. Longue vie au Moment. C'est quand la date de lancement officielle ?
Alors, c'est en discussion. Je ne vais pas. Ça sera début de l'année prochaine. Entre janvier et mars ou entre le 1er et le 31 janvier plutôt vers le 1er février, par exemple. Plutôt vers le 1er février. Merci beaucoup, Benjamin. Et à très vite pour ce média coopératif qui a déjà sa page LinkedIn, sa page Facebook. Il y a déjà les réseaux sociaux. On a déjà tous nos réseaux sociaux, Twitter, n'hésitez pas à nous donner un peu de force et de visibilité. Exactement. Vous allez liker et vous relayez autour de vous l'existence de ce média. Merci. Benjamin. Allez, on va voir tout de suite le reste de l'actu de nos invités. C'est eux qui font l'actu dans ESS On Air. Alors pour finir, vous avez chacun d'entre vous 1 minute pour nous parler de votre actu. C'est le moment promo et on commence par Augustin Perrault, reporter d'Espoir. Quelle est votre actu en ce moment? Alors, Reporter d'Espoir a sorti il y a un mois maintenant le numéro 1 d'une revue semestrielle, Reporter d'Espoir. Ah, c'est un nom original. Et oui, qui est une agrégation d'articles et de reportages de solutions sur un thème donné et sur un moment donné. Donc on est en partenariat avec Le Monde, Le Figaro, Libération, Radio France, en fait avec un maximum de médias pour rassembler justement ce qu'est le journalisme de solutions et avec environ 25% de création originale. Donc on a aussi des artistes qui nous ont rejoints, on a JR, on a Charlie Couture, on a des chroniqueurs, François Saltiel, Eva Roch, de Radio France. Donc l'idée, voilà, c'est de sortir ce semestriel, excusez-moi, sur un thème qui sera différent à chaque fois. Il est en kiosque? Il est disponible en librairie, donc dans 600 librairies en France et dans 80 relais en gare et dans les aéroports. Et si jamais on n'a pas de librairie à côté de chez soi, on peut le commander sur votre site internet? On a un super site internet, voilà. reporterdespoir.org, sur lequel on peut le commander et même s'abonner. Merci à vous. Camille Dorival, quelle est votre actu à vous? Vous êtes coach, autrice, on dit autrice ou auteur, vous direz comme vous voulez. Vous êtes consultante aussi. Un livre en vue peut-être? Moi, parmi mes activités, je suis aussi directrice de collection pour un éditeur qui s'appelle Les Petits Matins, donc une collection qu'on a créée il y a 2 ans qui s'appelle Monde en Transition, qui est consacrée à l'économie sociale et solidaire. On ne se refait pas. Donc, dans laquelle on a publié notamment récemment un livre de Jérôme Sadier, un livre de Hugues et Bastien Sibyl, un livre sur Territoire zéro chômeur de longue durée. Et là, en fait, je suis en train de lire le manuscrit du prochain livre qui va être publié au mois de mars et qui est un livre qui est écrit par Robert Boyer, qui est un économiste de renommée internationale, un des principaux théoriciens de l'école de la régulation, et qui en fait essaye d'intégrer l'économie sociale et solidaire à sa théorie de la régulation. Et donc je pense que c'est un livre qui va marquer la théorie économique en matière d'économie sociale et solidaire. Super intéressant, merci Camille. Capucine Etchepart, quelle est l'actu de Lemon Tree en ce moment? Augustin Jacquelin était venu sur notre plateau il y a quelques mois, il nous avait dit qu'il y avait peut-être des déménagements en cours chez vous. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a 4 antennes aujourd'hui en France, donc on adresse vraiment des régions, donc Hauts-de-France, Île-de-France, région Aura et PACA. Il faut comprendre qu'on est vraiment pertinent quand on intervient dans un rayon réduit de kilomètres aussi, donc on veut vraiment mailler le territoire, et donc en 2023, on va ouvrir une nouvelle antenne en Île-de-France, donc Paris Sud, et on va aussi déménager nos sites actuels de Pantin et de Lyon sur des sites plus grands, donc pour donner plus d'ampleur à nos activités logistiques, avoir plus d'impact sur les tonnages qu'on collecte et aussi accompagner et former plus de personnes. Et on ne sera pas seul, parce qu'on on aime bien s'installer avec des colocs de l'ESS. C'est ça, parce que votre antenne de Paris Sud, c'est toujours avec Rejoué. On va voir, c'est toujours en discussion, c'est intéressant. Et donc l'idée, c'est d'aller avec d'autres acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire et de créer des synergies, des boucles vertueuses et locales de réemploi, de récup. Et donc ça aussi, ce sera un projet qui va voir le jour pour notre antenne Marseille, d'aller sur un archipel de l'ESS un peu plus grand. Excellent. Et Benjamin Roger, pour finir, chez ESS France, du coup, quelle est votre actu? Alors, une première actu, mais qui est finalement presque plus une actu, puisque c'est la fin du mois de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc c'est la dernière semaine, effectivement, où vous pouvez découvrir un certain nombre d'événements, d'organisations qui permettent de découvrir un peu l'ESS. Des conférences, des portes ouvertes, des ateliers. Il y a eu d'ailleurs un événement de clôture lors des journées de l'économie autrement le week-end dernier. Juste quelques chiffres, en 2022, c'est 2000 événements qui ont été référencés sur la plateforme du mois de l'ESS, organisés par près de 600 structures et plus de 300 000 personnes qui ont été accueillies dans les différents événements. Donc voilà, il y a un impact qui est important et ça permet d'avoir des relais justement médiatiques de presse
C'est l'un des objectifs de ce mois de l'économie sociale et solidaire. Et puis dans la collection d'études qu'on porte avec Aesio Mutuel, donc là on a sorti en septembre l'étude sur les médias qui est disponible sur le site de SS France. Et on va sortir 2 nouvelles études en janvier, une qui va porter sur les foncières. Donc là on est justement dans un tiers-lieu qui est porté par Plateau Urbain, qui est une foncière, donc qui va s'intéresser aux foncières solidaires, en particulier dans l'ESS. Celle d'habitat et humanisme aussi, par exemple. Exactement, autant sur le logement que sur effectivement l'immobilier d'entreprise, ou sur les foncières de terrain, comme agricole, comme terre de liens, etc. Agricole aussi. Et puis on va sortir une autre étude sur la question de la filière du vélo, de la construction, réparation, à toute la filière cyclo-logistique, qui sortira également fin janvier. Merci Benjamin Roger, c'est la fin de cette édition de ESS On Air, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Mediatico, ce nouveau plateau qu'on inaugure ici. Merci à Impact Production pour la réalisation vidéo live. Merci à vous de votre fidélité à ESS On Air et à Mediatico. Si ça vous a plu, dites-le sur les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi faire un don à Mediatico sur notre site. Vous pouvez devenir investisseur, actionnaire de Mediatico jusqu'au 10 décembre, profitez-en. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à notre newsletter pour suivre toute l'actualité de l'économie sociale et solidaire. À très bientôt, merci à vous.